Monsieur le Président, je prendrai un seul exemple. Il s'agit de la déclaration d'Abdourahmane Baldé. Monsieur le Président, quand M. Abdourahmane Baldé et d'autres ont été blessés au stade, ils ont été récupérés par les agents de la Croix-Rouge et grâce à Dieu, ils ont été embarqués dans un véhicule. Ils ont croisé le colonel Claude Pivy. Voilà ce qui s'est passé. Arrivé au pont de Madina. Mais arrivé au pont de Madina, nous avons vu Pivy et ses éléments qui a ordonné au chauffeur de s'arrêter pour nous faire embarquer, pour nous faire débarquer, nous mettre tous à genoux, nous demandant si on ne savait pas que c'est le président Dadis qui commande. Voilà un ministre de la République. En face des citoyens blessés qui sont à l'agonie, qui arrêtent le véhicule de la Croix-Rouge, qui par ailleurs est protégé par les conventions internationales. Parce que toute personne qui est blessée, même pendant la guerre, a droit à une protection. Voilà ce ministre de la République qui arrête ce véhicule, ordonne au chauffeur de débarquer tous les blessés. Certains avaient des blessures par balle, d'autres par des armes blanches, d'autres avaient des blessures par des armes contondantes. Ils avaient soit le crâne enflé, le pied cassé. Il ordonne à tous ceux-ci de se faire débarquer. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il leur pose la question de savoir s'ils ne savent pas que c'est le président Dadis qui est le président. Ensuite, il s'est mis lui-même à donner à chacun de nous des coups de crosse. Il les débarque pour leur dire, vous ne savez pas qui est le président, pourquoi vous manifestez? Et ne pouvant pas contenir sa colère, il leur assène des coups. Ça, c'est une responsabilité directe, Monsieur le Président. Ensuite, plus loin, en amont du 28 septembre, concernant les recrues de Kalea, Abakar Sidiki Diakité, le commandant Abakar Sidiki Diakité, dit Toumba, déclaré, Claude Pivy, le ministre de la Sécurité présidentielle, a fait venir à la présidence 400 jeunes. Ce sont ces 400 jeunes-là, Monsieur le Président, qui ont constitué la milice, qui ont constitué les infiltrés du stade. C'est lui qui a fait venir. D'abord, c'est lui qui est allé les sélectionner, procéder à leur identification, c'est le colonel Blaise Gomo, accompagné de Makambo. Ensuite, c'est lui qui a été chargé de les gérer au camp. Et d'ailleurs, il y a une altercation entre lui et le commandant, parce que le commandant Toumba voulait que ces personnes-là soient chassées du camp. Mais puisque c'est le président, ils étaient là au compte du président, personne ne pouvait rien, ils sont restés. Ensuite, Monsieur le Président, il a donné l'ordre au Béréda Grand Président de se rendre au stade et de donner une leçon aux manifestants. Là également, nous avons comme preuve la déclaration du commandant Toumba. Qu'est-ce qu'il dit? Claude Pivy, d'abord sur sa présence, Claude Pivy avait un impressionnant contingent. Il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me pose aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. J'ai appris que le même jour, Pivy était avec ses éléments sur l'axe Anko 5, cimentaire où ils affrontaient les manifestants. Voilà la preuve. Colonel Claude Pivy vous a déclaré ici que dans la journée du 28 septembre, il s'était rendu à Koya pour soi-disant procéder à la patrouille pour arrêter les bandits de grand chemin. Mais Monsieur le Président, ce n'était qu'un prétexte fallacieux. Il était dans la ville de Conakry. On l'a vu à Hamdallah. On l'a vu à côté même du stade. Il a sévi sur l'axe. Parce que c'est le terminator du CNDD. Son arrivée sur les lieux terrorisait tout le monde. Tout le monde. Dès qu'on le voyait, on fuyait. Il ordonnait à ses agents de dévaliser les boutiques. Monsieur le Président, j'en ai parlé, la recherche des civils. C'est la chasse à l'homme. Si dans les autres communes de Conakry, le 28 septembre, c'est arrêté
le jour J, dans la matinée et la nuit. Mais pour l'Axe, Monsieur le Président, la répression a continué pendant des jours, pendant des semaines. Ce qui est ironique, il y a des parents, des pères de famille qui avaient interdit à leurs enfants d'aller au stade et qui ont eu recours même à la force pour... J'ai reçu... Ils fermaient même à cadenas leur maison pour ne pas que les enfants sortent. Ils ne sont pas allés au stade. Mais Monsieur le Président, la mort les a trouvés chez eux. Pourquoi? Ils n'ont pas été au stade de peur d'être tués. Mais dans les représailles, dans les quartiers de la haute banlieue de Ratoma, ils ont été froidement assassinés. Parce qu'il fallait donner une leçon mémorable à ceux qui avaient l'intention de contester son pouvoir. Voilà la situation. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été au stade qu'il avait un taux de survie élevé dans la commune de Ratoma. Le taux de survie était relatif. Tu pouvais mourir à tout moment. Quand tu es dans les quartiers comme Koza, Hamdallah, Bambeto, Koloma. Parce que même pour sortir, aller acheter à manger, si tu as le malheur de croiser un contingent militaire ou des bérets rouges, tu pouvais te faire tuer. C'est la règle, c'est la réalité. C'est malheureux. Monsieur le Président, il y a eu des représailles un peu partout. Bon, là également, il y a un cas singulier. C'est celui de Yagouba Bari. Vous avez vu, Monsieur le Président, au cours du procès, des photos ont été présentées ici grâce à un reportage de France 24 où on voit dans la zone de l'Axe un civil se faire poignarder. Et au cours des débats, le procureur a eu l'intelligence d'agrandir la photo. Elle a été produite ici. On voyait distinctement, on a reconnu distinctement Claude Pivy, colonel Claude Pivy sur les images, qui supervisait la répression. Ce civil dont il est question est passé ici. Il vous a dit les conditions dans lesquelles il a reçu ses blessures, Monsieur le Président. Mais comment peut-on dire aujourd'hui que M. Claude Pivy n'était pas responsable? Donc, sur son cas également, sa culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Lui, il est toujours en cavale. Et je crois que c'est le lieu d'interpeller l'appareil sécuritaire, puisque sa place, c'est en détention pour les crimes qu'il a commis. Depuis plusieurs mois, il est en cavale. Et ce n'est pas de nature à rassurer les victimes, Monsieur le Président. Et donc, pour le colonel Claude Pivy, je vais m'arrêter là. Je vais aborder le cas du commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba. Monsieur le Président, il y a des contradictions dans le récit du commandant Toumba. Nous allons les évoquer pour démontrer que sa version des faits à cette barre est tronquée sur 2 points, sur 2 ou 3 points. Le premier point concerne sa présence au stade. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du président Moussa Dadis Camara. Mais Monsieur le Président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité avant l'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci. Tout le monde m'a demandé d'empêcher le président de sortir, ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le président est toujours dans son bureau. J'ai confirmé sa non-sortie. Monsieur le Président, si le commandant du salon, à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit, le président n'est pas sorti. Là, quelle est la première démarche à faire? Quand lui, il apprend que le président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux, le commandant du salon vient dire à la barre ici
Il m'a rappelé, je lui ai dit que le président n'est pas sorti. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher au stade? Je vais vous expliquer l'une des théories possibles. Mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxièmement, nous savons tous, Monsieur le Président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Il existe au moins 5 barrages. Si le président Dadis, comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, mais Monsieur le Président, ces checkpoints-là auraient servi de relais pour l'information. Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel. Je crois que c'était l'une des questions que j'avais posées ici. Quand le président de la République sort, mais Monsieur le Président, ce n'est pas une personne anodine, ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. C'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules, dont au moins 2 12-7. Arrivé à la hauteur du stade, est-ce qu'il a observé ce dispositif? Non. Monsieur le Président. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction essentiel dans son cas. Alors, le troisième point, le commandant Toumba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans embâche, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Cet audio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler. C'est constant et patent. Monsieur le Président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le président Dadis tient la route? Moi, je dis non. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'était une curiosité nationale et internationale. C'était une bonne chose. L'affaire de Koundara aussi. Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour ces 2 événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 28 septembre. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé utile de relever. Alors, Monsieur le Président, ces éléments, il y a eu plusieurs partis civiques qui sont passés à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'un juge doit être sympathique? Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision? Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais que le moment venu, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision, parce que vous n'êtes pas sur Facebook ni sur YouTube. C'est important. Donc, nous considérons, au même titre que les autres accusés, qu'il est également responsable des massacres du 28 septembre sur le fait du chef de commandement. Monsieur le Président, le dernier élément concernant le commandant Toumba, il concerne le PV de M. Mamadi Kourouma, en date du 26 mai 2010, commissaire de police qui a assuré l'intérim du commissaire central de Dixine. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, Monsieur le Président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été explosive. Voilà ce qu'il déclare. Le PV est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la 4e page, citation. 30 minutes après le passage de PV et venant en direction de la ville, en direction de la Bellevue, c'était un monsieur habillé en demi-saison, avec l'indigo de 7 bandes, armé d'un PMAK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller, je dormais encore.
parce qu'on est arrivé tard la nuit, on est arrivé tard de la baie. Il m'a traité de maudit, de malhonnête, en disant que comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es couché. Maintenant, moi-même, j'irai régler leurs comptes. C'est en ce moment, poursuit le commissaire, c'est en ce moment que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président, je viendrai moi-même régler leurs comptes au stade. Voilà la déclaration du commissaire Mamadi Kourouma. Et qui, par ailleurs, dans son PV, a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille, pour confirmer ses propos, il m'a montré, attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un pick-up qui dit être du président. C'est en ce moment, toujours le commissaire. C'est mon commandant de peloton qui m'a dit à l'oreille, c'est lui Toumba, l'aide du président, l'aide du camp du président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite? Donc, Monsieur le Président, à la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Toumba est allé au stade sur ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crimes contre l'humanité du fait de la responsabilité du chef hiérarchique. Monsieur le Président, et parlons maintenant de Marcel Guilavogui, de M. Marcel Guilavogui. Et lui, je ne vais pas trop m'attarder puisque sa participation directe est étayée par plusieurs personnes. Plusieurs témoins confirment avoir vu M. Marcel Guilavogui exercer directement des violences physiques sur les leaders et les manifestants. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Sidi Touré, M. Sidi Touré. Il a asséné un coup sec sur la tête de ce dernier. Monsieur le Président, cela est indéniable. Donc son récit, son premier récit à la barre, quelle crédibilité? D'abord, il dit qu'il n'a pas été au stade. Quelques mois après, il se ravise et revient dire qu'il a été au stade. Monsieur le Président, entre la parole de M. Marcel Guilavogui et celle des victimes et témoins dans cette affaire, qu'est-ce qui est plus crédible? Un accusé qui change de version en cours de procès. Est-ce crédible? Je dis non. Donc, pour M. Marcel Guilavogui, je ne vais pas lire tous les PV. Je vais simplement indiquer, par exemple, le cas de Ephraim Kamanda Souma, l'une des gardes rapprochées de M. Sidi Touré, qui confirme à la barre ici, de votre tribunal, Marcel a donné un coup sec à la tête de mon patron. Marcel. Alors, pour la participation, pour l'influence de... Vous savez, Monsieur le Président, je vais terminer pour le cas de Marcel. Il a justifié son deuxième passage par le fait que, vous savez, il n'était plus influent au sein du CNDD et auprès du président Dadis. Je crois qu'il y a que plusieurs déclarations avaient été faites à cette barre, notamment par le commandant Toumba, et qui déclarait Marcel était plus chaud et plus craint que Dadis, ou encore Marcel était plus influent au sein de la tour. C'était quelqu'un de toujours influent, contrairement à ce qu'il a raconté ici. Et l'exemple le plus simple et illustratif, c'est la tentative d'assassinat de son co-accusé, C.C. Raphaël Haba. Vous avez suivi C.C. Raphaël Haba ici, M. C.C. j'ai oublié son grade, M. C.C. Raphaël Haba à la barre, sur l'histoire du 3 décembre. Je sais que ce n'est pas l'objet de cette affaire, mais pour démontrer que M. Marcel était toujours influent et que les actes qu'il a commis au stade sont avérés, son influence est restée intacte. Monsieur le Président, C.C. Raphaël Haba, M. C.C. Raphaël Haba a expliqué clairement comment ils ont tenté de le piéger afin de le découper. D'autres personnes ont été tuées dans l'entourage du commandant Toumba. Il a dit ici.
Donc, le récit selon lequel il avait perdu toute influence auprès du président Dadis n'est pas crédible. Dès lors, toutes les déclarations tendant à le disculper sont non fondées. Et que par conséquent, Monsieur le Président, pour avoir agi directement, exercer des violences directement sur les leaders politiques, pour avoir été en compagnie d'éléments qui ont perpétré les massacres en sa compagnie, pour avoir donné des instructions pour que des crimes là soient commis, Monsieur le Président, pour ces motifs, il y a lieu également de retenir M. Marcel Guilavogui pour crime contre l'humanité et complicité sur le droit guinéen. Monsieur le Président, il y a également, je vais parler de, enfin, ou avant-dernièrement, de M. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, je l'avais dit plus tôt, après la manifestation, après la répression sanglante au stade, les jours durant, des citoyens guinéens qui ont eu, selon le CNDD, l'outrecuidance de manifester ont été arrêtés et conduits dans les différents camps pour y subir des tortures. Au camp Makambo, je prononce ce mot contre ma volonté. Au camp Kundara, ces personnes ont été soumises à diverses tortures pendant des semaines, pendant plusieurs jours. Des gens ont été torturés en présence effective de M. Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, vous avez suivi à la barre ici des récits glaçants, impitoyables, inadmissibles des partis civils qui sont venus vous expliquer comment les tortures là étaient infligées aux pauvres citoyens. Comment il les a ordonnés de se superposer comme des sardines dans sa chambre pour convaincre sa femme. Est-ce que nous ne sommes pas, ces manifestants ne sont pas des Guinéens? Pourquoi ont-ils eu le courage de leur infliger de telles tortures? Monsieur le Président. Donc, également pour M. Paul Mansa, vous retiendrez également, en ce qui le concerne, les crimes de torture, conformément au Code pénal guinéen. Monsieur le Président, venons maintenant à M. Mamadou Aliou Keïta, par lequel je vais terminer en ce qui concerne les accusés. Les autres feront l'objet de plaidoirie avec mon équipe. La tâche est immense. Donc, allons maintenant, parlons de Mamadou Aliou Keïta, Monsieur le Président. Voilà un cas emblématique. Vous savez, Monsieur le Président, au stade, l'horreur s'est produite. Les viols ont été commis à ciel ouvert. Mais ce qui est répugnant et inadmissible, parce que la plupart des femmes qui ont été victimes de viols n'ont jamais pu identifier l'auteur de leur agresseur. Ils n'ont jamais identifié leur agresseur. Parce que c'est des personnes qui étaient inconnues. Mais le cas spécifique de Mamadou Aliou Keïta nous donne à réfléchir. Monsieur le Président, quand on voit la corpulence de M. Mamadou Aliou Keïta, l'accusé, qui frôle les 90 kilos, comparé à la victime AB, environ 45-55 kilos, qui de surcroît était connu de l'accusé. Monsieur le Président, vous savez, dans des situations d'infortune, dans des difficultés extrêmes, il y a que on s'en remet à Dieu, mais aussi aux personnes qu'on connaît. Il se trouve que Madame Abe connaissait le gendarme, l'accusé Mamadou Aliou Keïta. Elle a cru à ses dépens que celui-ci pourrait la sauver parce qu'ils avaient une relation familiale. Mais, Monsieur le Président, dès qu'il a aperçu la dame et qu'elle a demandé « Aide-moi », l'aide qu'il lui a apportée, c'était
de lui asséner un coup fatal sur le visage et d'appeler ses amis pour abuser d'elle. C'est inimaginable. Elle l'a reconnu. Et vous savez, Monsieur le Président, je vais vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle elle a déposé plainte. Quand l'accusée est allée chez elle, quand elle s'est plainte à la copine de l'accusé, qui est aussi par ailleurs sa nièce par alliance ou par manche longue famille, elle a dit que tu m'as fait du mal. Elle dit, si l'accusé avait dit, je me suis trompé, je ne t'ai pas reconnu, c'est pourquoi je t'ai infligé cette souffrance, elle n'aurait jamais porté plainte. Mais, quand l'accusé est venu dans la chambre où elle était couchée, alitée, l'a regardé dans les yeux, il a dit, ce n'est pas moi. C'était de trop. Elle ne pouvait pas accepter que cela reste ainsi. Il était hors de question que cela reste ainsi. Voilà la raison qui a conduit à ce qu'elle dépose plainte. Je sais que de l'autre côté, on a estimé que c'était une accusation fortuite, que ce serait lié au fait que l'accusé ne voudrait plus de sa nièce. Mais Monsieur le Président, c'est un argument incongru. Mais qui représente M. Mamadou Aliou Keïta pour cette femme? Ce n'est pas un homme riche, au point que si elle porte plainte, elle peut s'attendre à des rétributions. Non. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner en portant plainte? Une femme qui a 5 enfants. Aujourd'hui, dont la vie est détruite. Elle a été obligée de changer de domicile ces 10 dernières années, plus de 6 fois. Elle a été exfiltrée, envoyée à Dakar, parce qu'elle se sentait menacée. Monsieur le Président, ensuite, quand il a été question de la confrontation ici, il faut préciser d'abord que Mme Ba avait déjà comparu à huis clos et l'accusé était là. Et d'ailleurs, pendant l'information judiciaire, il faut que je le dise, parce que certains ont estimé de l'autre côté qu'elle n'avait pas le courage de venir s'affronter à son bourreau. Mais Monsieur le Président, pendant l'information judiciaire, j'étais avec Maître Martin quand il y a eu la confrontation. Elle a réitéré toutes les accusations contre l'accusé en face de lui. Il était assis à quelques mètres parce que les bureaux du pôle des juges d'instruction étaient exigus. Il n'y avait pas une distance. On était assis les uns à côté des autres avec son avocat. Cette confrontation a eu lieu. Le PV est versé au dossier, Monsieur le Président. Donc, en ce qui concerne l'accusé Mamadou Aliou Keïta, vous le poursuivrez pour viol. C'est avéré. Et aussi pour tentative d'agression. Il y a une autre victime du nom de Mamadou Djibril Diallo. Voyez-vous, monsieur, l'accusé Keïta a horreur qu'on le reconnaisse pendant qu'il exerce le maintien d'ordre. Moi, je suis sûr d'une chose. Si la dame ne lui avait pas demandé l'autre, peut-être qu'il ne l'aurait pas violé. C'est une intuition. L'illustration, c'est pour le cas de Abdoulaye Djibril Diallo. Abdoulaye Djibril Diallo aussi, c'est quelqu'un qui est connu parce que le gendarme Aliou Keïta, il était à la gendarmerie de Hamdallah. Il est connu de beaucoup de personnes. Monsieur Diallo aussi, dans le désarroi total, après avoir échappé à l'entrée du SAD aux criminels, il a croisé Mamadou Aliou Keïta. Voilà ce qu'il nous rapporte. Lorsque je tentais de m'échapper au porteur de maillot de Chelsea, il y a un gendarme du nom de Mamadou Aliou Keïta que j'ai rencontré, à qui j'ai demandé secours. Il m'a insulté et pourchassé avec une matraque et un couteau. Mais heureusement, je me suis échappé. Voilà un autre témoignage. Lui, il s'en prend plus aux personnes qui le reconnaissent. Donc, Monsieur le Président, il n'y a aucun doute en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé Mamadou Aliou Keïta. Pour ce qui est des accusés, Monsieur le Président, je crois que j'ai suffisamment expliqué. Et leur culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Monsieur le Président, je voudrais aborder une partie importante
parce que c'est qu'elle fera l'objet de répliques certainement cinglantes de la défense. C'est la prétendue absence de preuves. C'est le leitmotiv de la défense. Et je crois que de ce point de vue, il est essentiel de dire à la défense que en matière pénale, la preuve est libre. Ça, c'est un principe sacro-saint. Et que les PV de victimes, du témoignage des victimes, des vidéos, le rapport international d'enquête et la confrontation à la barre sont des éléments essentiels qui confortent l'accusation. Et nous pensons que toutes les victimes qui ont comparu à cette barre, tous les éléments qu'ils ont apportés, sont largement suffisants pour démontrer la culpabilité des accusés à cette barre. Je ne vais pas m'y étendre. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà démontré la culpabilité des accusés dont j'ai parlé. Pour les autres, mes confrères s'en chargeront. Maintenant, je vais aborder le dernier point, l'avant-dernier point, les conséquences sur les victimes. On a parlé des agressions, on a parlé des viols, on a parlé des disparus, on a parlé des blessés. Quelles sont les conséquences? Monsieur le Président, les conséquences sont d'abord psychologiques. Je crois que c'est une expérience que les victimes ne vont jamais oublier. C'est un traumatisme profond. Parce que il y a eu une déshumanisation des victimes. Une tentative de prise de contrôle de leur âme. Quand quelqu'un décide de violer une femme, il tente de s'approprier de son âme. Et c'est assez récurrent parce que des années après, l'agresseur est toujours dans le subconscient de sa victime. Et c'est ce qui est difficile, Monsieur le Président. Elle ne peut plus jamais oublier l'agression. Donc, c'est des conséquences psychologiques à long terme. Parlant justement de ces viols, Monsieur le Président, nous ne parlons pas que de 2 viols. 3, 10, 20, 50, 60, mais de 137 viols recensés. Mais nous savons tous que ce nombre ne constitue que la face visible de l'iceberg. Et celles qui n'ont pas osé se faire enregistrer, celles qui n'ont pas expliqué les récits, l'ampleur est sans précédent. Et, Monsieur le Président, les conséquences sont multiples en ce qui concerne les femmes victimes de viol. Elles sont sociales, économiques, religieuses. Parlant justement de ces femmes, la plupart ont été abandonnées par leur mari. Ça, c'est systématique. Même celles qui n'ont pas été violées au stade. Parce que pour le commun des mortels, dans nos traditions, quand une femme est violée, elle est souillée. Et l'exemple le plus macabre concerne Madame FK. Au moment des faits, elle était nourrice. Elle s'est rendue au stade, Monsieur le Président, comme toute citoyenne, pour aller exprimer un avis. Elle a été violée sur place, emportée, arrêtée et conduite dans un lieu qu'elle n'a jamais pu identifier. Et maintenue de force à cet endroit pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, Monsieur le Président, les agresseurs se relayaient sur elle. Puisqu'elle est nourrice, les seins ont gonflé. Puisque quand l'enfant ne tète pas, le lait s'accumule. Et si le lait s'accumule, ça provoque le gonflement des seins. Mais en dépit de ça, ils ne l'ont pas laissé. Sinon, il est difficile quand même, Monsieur le Président, de comprendre ça. Pendant 3 jours,
Et son alimentation était exclusivement des spaghettis qu'on lui donnait pendant 3 jours. Elle est là, elle vit. Et le pire dans tout ça, Monsieur le Président, elle a contracté le VIH. Elle est allée au stade saine et sauve avec un mari et un bébé. Elle est retournée chez elle sans son âme parce qu'elle a été souillée. Et vous savez quelle a été la réaction du bébé, Monsieur le Président? Il a refusé de téter, comme s'il savait que sa mère avait été souillée. Voilà comment un enfant de 3 mois n'a plus eu l'opportunité de téter sa mère. Tout ça parce que quelqu'un a décidé que pour conserver son pouvoir, il était prêt à tout. Jusqu'à aller prendre l'âme de ses concitoyens. Monsieur le Président, elle traîne le VIH. Elle vit. Mais elle n'est plus la même. Parce qu'après le 28 septembre, elle a tout perdu. Son mari l'a abandonnée, comme la plupart des femmes. Voilà, Monsieur le Président. À cela s'ajoutent d'autres catégories de préjudices de victimes, les handicapés à vie. Des personnes qui sont allées au stade sain et sauf avec tous les membres complets, qui se retournent chez elles avec un pied cassé, qui finalement est amputé. Et généralement, c'est des personnes qui avaient en charge toute une famille. Aujourd'hui, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus se mouvoir. Ensuite, il y a les disparus. Qui n'a pas été ému à cette barre, dans cette salle, quand notre confrère, Maître Wuri Bailo, a parlé de son frère, Thierno Hassan Ba, pour les disparus? Qui n'a pas été ému dans cette salle? J'ai connu personnellement Thierno Hassan à Pita, parce que nous avons grandi ensemble. Il est un peu plus âgé que moi, mais nous sommes de la même génération. Je l'ai connu. Quand il a disparu, il a été tué au stade. Il y a une photo qui a été montrée ici. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa pauvre mère a demandé à Maître Wuri Bailo. Quand celui-ci lui a essayé de l'embobiner pour dire que le corps n'était pas en bon état et qu'il fallait l'enterrer à Conakry, elle a dit: mon fils, ne l'enterrez pas à Conakry. Mettez le reste dans un chasset. Envoyé à Pita chez moi. Maître Wuri Bailo savait pertinemment que son corps n'avait pas été retrouvé. Voilà comment lui il a disparu au stade. Et, Monsieur le Président, ce qui est regrettable dans cette histoire, la vieille ne s'en est plus remise. Elle est décédée. Monsieur le Président, parlant justement des disparus, les fosses communes, il est avéré que plusieurs de nos compatriotes qui ont perdu la vie ont été enterrés dans des endroits que nous ignorons. Il a été mentionné le cimetière de Faba. Un témoin est venu à cette barre parler du cimetière de Cameroun. Monsieur le Président, il aurait été judicieux que des démarches soient menées pour que ces personnes-là soient identifiées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous savons tous que les disparus constituent le point faible dans cette procédure. Monsieur le Président, je m'interroge. Pourquoi le président Dadis, le colonel Tchéboro, le colonel Pivi et tous ceux qui sont intervenus au stade, pourquoi ils refusent catégoriquement de nous montrer les fosses communes? Pourquoi? C'est eux qui savent où se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Ils refusent de nous dire où sont enterrés les corps. Pour quelle raison? Le fait d'avoir pris leurs âmes n'est pas suffisant. Le général Oumar Sanou a parlé de 157 corps qui étaient au camp. Où sont ces corps? Personne ne sait. Après avoir torturé, violé, tué, aucune information. Le président Dadis et ses hommes ont décidé que les âmes des manifestants pacifiques
et toutes les images de ce jour l'ont prouvé, n'avaient droit ni à une sépulture, ni à la vérité. Monsieur le Président, puisqu'il ne peut plus ramener ces personnes à la vie, nous pensons quand même qu'ils ont le droit à une sépulture digne. Et nous savons tous, selon la légende populaire, quand une personne disparaît, tant qu'elle n'est pas enterrée dignement, son âme erre dans la nature. Il est difficile de trouver le repos. L'âme se promène, divague. Qui sait, dans cette salle, si l'âme des disparus n'est pas là? Peut-être que l'âme d'un des disparus est en train de nous regarder pendant que je vous parle, Monsieur le Président. Toute personne a droit à une sépulture. Et dans notre religion, Monsieur le Président, les rites sont prévus. Quand quelqu'un meurt, il y a des rites qui sont effectués pour justement le présenter à Dieu, pour que son âme quitte son enveloppe. L'âme a quitté l'enveloppe corporelle, c'est vrai. Mais sa présentation est indispensable, parce qu'il faut l'enterrer dignement. Il faut laver le corps, il faut le mettre dans un linceul. Monsieur le Président, rien de tout ça n'a été fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude, Monsieur le Président? Monsieur le Président, ce cynisme vous empêchera certainement d'accorder des circonstances atténuantes aux accusés. Parce que parfois, quand le criminel commet le forfait, il se répand. Quand il commet un acte répréhensible, il se répand. Cela peut constituer des circonstances atténuantes. Mais depuis le début de cette affaire, lequel d'entre eux a reconnu les faits ou a eu de l'empathie pour les victimes? Monsieur le Président. L'attitude de la plupart des accusés a confirmé leur mépris à l'égard des victimes. Monsieur le Président, quand un accusé ou son conseil déclare haut et fort, il y a de fausses victimes, celles qui parlent manquent. Nous avons suivi ici pendant le huis clos des questions tendant à dire vous avez menti. Monsieur le Président, pourquoi quelqu'un viendrait à cette barre dire que j'ai été violé si ce n'est pas vrai? Pourquoi? C'est du mépris à l'égard des victimes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des crimes très graves. Donc, il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait des circonstances atténuantes pour qui que ce soit. Parce que la préméditation, comme je l'ai indiqué plus haut, est avérée. Et la caractéristique justement des crimes contre l'humanité, c'est le sadisme. Et ce sadisme-là se traduit par des actes extrêmes. Pour le cas du 28 septembre, par exemple, quand, après avoir violé une femme, parfois à plusieurs, l'agresseur, le criminel, introduit du bois ou sa baïonnette dans la partie intime de la femme. C'est du sadisme. Parce que si l'intention seulement était de violer, je pense qu'après le viol, on n'a pas besoin de détruire l'appareil génital de la femme agressée. Mais des actes comme ça se sont produits au stade. Et Monsieur le Président, le mépris est caractérisé par le fait que pour les agresseurs, les victimes n'ont aucune dignité. Ils ont la possibilité de prendre possession de leur âme, comme je l'ai dit tantôt. Ils peuvent les persécuter, ils peuvent les tuer. Et tuer pour tuer. Et André Fossard, dans son livre, a résumé cette problématique par la phrase suivante. Le crime contre l'humanité,
c'est tuer quelqu'un sous prétexte qu'il est né. Donc, on ne cherche plus à vous reprocher autre chose que d'être né, de croire que vous existez, que vous avez le droit de manifester. On vous dit vous n'avez pas le droit de manifester, donc on a le droit de vous tuer. C'est l'expression. C'est ôter à ces victimes toute humanité. C'est la haine qui anime ce genre de crime. Et cette haine ne se satisfait que par la réduction de sa victime à l'impuissance, soit par la mort, par la souffrance, par l'emprisonnement, et il est fait nécessairement de façon massive. Monsieur le Président, parlant justement du sadisme, il convient de... Parce que pour le sadiste, pour celui qui exerce le sadisme sur une victime, il convient pour lui de faire sentir la douleur, pour faire regretter à la victime son existence. Parce que quand la victime se croit humaine, il lui dit tu mens, tu n'es pas humaine, tu n'es pas humain. C'est pour cette raison que je t'inflige ça. Il prend possession de l'âme. Monsieur le Président, c'est ça le sadisme. C'est pourquoi il est inadmissible qu'il y ait des circonstances atténuantes. Et on oblige les victimes à regretter leur naissance ou leur revendication. C'est ce qui s'est produit au stade. On vous fera regretter de rentrer au stade. C'est ce qui a été fait. Et ce regret s'est traduit par beaucoup de morts, par beaucoup de viols, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces crimes sont donc impardonnables. Comment peut-on pardonner ces crimes abjects sans reconnaissance de leur auteur? Ni comment oublier ces souffrances qui continuent jusqu'à présent? C'est impossible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les accusés méritent le châtiment, même si aucun châtiment ne peut panser les plaies que cette répression a causées. Même si tout ceci était condamné à perpétuité, cela ne peut pas suffire pour panser les plaies béantes qui ont été ouvertes de par leur faute. Monsieur le Président, dans ce sillage, des enfants sont nés après la disparition de leur père. D'autres ne recouvreront plus jamais la santé. D'autres ne trouveront plus d'hommes parce que porteurs du VIH. D'autres femmes ne pourront plus jamais avoir de rapport intime avec leurs partenaires parce que les militaires, après le viol, ont introduit des boîtes ou des couteaux. C'est impossible. D'autres encore ne pourront plus enfanter. Voilà les conséquences, Monsieur le Président. Et comment peut-on pardonner de tels actes? Nous disons que c'est impossible. Toutes ces souffrances ont été causées par un régime qui voulait à tout prix conserver le pouvoir. Voilà ce qui nous a conduits à ce drame. Monsieur le Président, ce régime est également caractérisé par la banalisation de la violence qui étoffe notre société et notre humanité. Depuis les massacres du Stade, malheureusement, est-ce que cela a servi de leçon? Non. Depuis ce massacre, il y a eu plusieurs autres exactions dont je ne vais pas parler. C'est pourquoi il faut, à travers ce procès, mettre fin à ce cycle d'État, de violence d'État. Cette violence doit s'arrêter. Il faut absolument mettre fin à la violence et à l'impunité, non pas plus tard, mais à partir d'aujourd'hui. Le peuple vous regarde, Monsieur le Président. L'Afrique vous regarde. Le monde entier vous observe. Monsieur le Président, honorable assesseur, les victimes vous regardent. Elles vous demandent de vous rappeler dans leur témoignage à la barre, aussi pendant le huis clos. Pendant le huis clos, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs témoignages qui ont fait pleurer plusieurs personnes. L'image de notre justice est en jeu. Et je sais que vous redorerez son image à travers votre décision. Que cela serve de leçon à ceux qui pensent qu'ils peuvent impunément tuer ou torturer des Guinéens, qui sachent que tôt ou tard,
ils répondront de leurs actes. Parce que, Monsieur le Président, ce qui est important, si le crime contre l'humanité est retenu, tous les auteurs qui sont aujourd'hui en liberté, qui se cachent ou qui pensent qu'ils ne pourront pas être retrouvés, pourront être demain poursuivis et condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est pourquoi il faut retenir cette qualification pour donner la chance pour que ces individus-là, ces criminels-là soient recherchés partout où ils se trouvent pour qu'ils soient punis. Même récemment, Monsieur le Président, des criminels nazis ont été condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Monsieur le Président, pendant votre délibération, pensez aux souffrances des victimes, en particulier aux morts, mais aussi aux disparus qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne et dont les âmes errent dans la nature. Pensez à cette jeune fille innocente, battue, violée ou tuée pour avoir tout simplement exercé un droit fondamental, celui de manifester. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants, Monsieur le Président. C'est important. Pour terminer, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, nous ne cherchons pas la vengeance, mais nous n'accepterons pas la complaisance. Nous souhaitons que le socle de votre verdict à prononcer soit la triptyque du droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Parlant justement de réparation, c'est en rendant justice que les victimes retrouveront la paix. C'est pourquoi nous vous demandons d'être rigoureux. Parlant justement de réparation, Monsieur le Président, on s'est posé une multitude de questions. Comment réparer un préjudice aussi immense? Comment rétablir une victime qui a perdu un proche? Comment? Comment dédommager une victime de viol qui a été souillée par une horde de barbares? Comment évaluer l'impact psychologique d'une telle atteinte à la dignité d'une personne? Comment évaluer le degré de souffrance d'une femme qui a perdu son mari? Il est impossible, Monsieur le Président, de réparer tout le préjudice que les victimes ont subi dans leur corps et dans leur âme. Mais on s'est efforcé pour réclamer une modique somme, puisque c'est notre droit. Non pas parce que nous échangeons cette somme à notre dignité, nous échangeons cette somme à notre âme, mais parce que c'est la loi qui le confère. Pourquoi? Voilà pourquoi, même s'il est impossible de réparer tous les préjudices, nous vous soumettons cette demande de réparation, Monsieur le Président. C'est pourquoi, au regard de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir retenir les accusés dans les liens de la culpabilité de crimes contre l'humanité pour les infractions commises au cours des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Pour la réparation, recevoir Ouribaï Loba et 730 autres, la FIDH, l'OGDH, Avipa dans leur constitution de partie civile, y faisant droit, condamner solidairement les accusés au paiement des montants ci-après. Pour les ayants droit des morts et des disparus, au nombre de 87, vous allouerez 3 milliards par groupe d'ayants droit. Pour les femmes victimes de viol, au nombre de 137 recensées et qui sont constituées partie civile, 2 milliards par victime. Pour ceux qui sont victimes de coups et blessures volontaires, au nombre de 500, 1,5 milliard par personne. Pour les victimes de torture, au nombre de 5, 2 milliards par personne, Monsieur le Président. Pour les victimes de pillage, au nombre de 13, nous sollicitons 1 milliard par personne. Monsieur le Président, en plus de cette demande, nous voudrons que, puisque l'État guinéen, certes n'est pas parti à ce procès, mais il aurait pu être tenu pour responsable aussi, puisque ceux qui ont agi l'ont fait sous couvert de l'État. Il s'agit des cadres de l'État, de notre République. Nous voudrons que ce montant-là soit garanti pour le paiement par l'État guinéen. Monsieur le Président, je voudrais terminer
pour vous dire ceci. Nous avons une âme, une conscience, une humilité à préserver. À nous d'accomplir notre devoir, à vous d'accomplir le vôtre. À travers ces mots, j'ai accompli le mien. Et à vous, messieurs et honorables assesseurs, d'accomplir les vôtres. Je vous remercie et j'ai plaidé. Je vous remercie, monsieur. Maître Thierno Amadou Ry.